Dans le podcast AWS en français cette semaine, on parle de diffusion d'événements sportifs à très grande échelle avec TF1 et la récente Coupe du Monde de football. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute que sont Spotify, Deezer, Apple Music, toutes les autres, Google Podcast, Apple Podcast. Abonnez-vous, comme ça vous recevez les downloads tous les vendredis matins. Vous le savez, dans le podcast AWS en français, nous revenons sur des architectures, des événements clients pour vous inspirer à déployer certains services AWS ou revoir vos architectures. Et aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit dans l'introduction, de diffusion, de broadcasting d'événements sportifs à très grande échelle. Alors j'ai dit avec TF1 dans l'introduction, mais plus précisément c'est ITF1 et j'ai le plaisir d'avoir Thierry Bonhomme qui est le CTO, Chief Technology Officer de ITF1. Thierry, merci d'être là et de donner un tout petit peu de ton temps pour le podcast AWS en français. Dis-moi, ITF1 par rapport à TF1, c'est quoi? Bonjour déjà, ITF1 c'est la partie digitale de TF1, donc je suis en charge de la plateforme de streaming, donc de MyTF1, de TFUMax et de TF1 Info, qui sont les plateformes de streaming de TF1, donc la branche digitale. Donc quand tu dis streaming, ce sont les applications que je peux avoir sur mon mobile, mais aussi sur ma box, si je vais voir MyTF1 sur ma box de mon fournisseur, les tablettes, les sites web, etc. Tout à fait, c'est tout sauf la TNT et le broadcast. Et ça représente quel volume d'audience par rapport à TF1 classique par la TNT? En apport d'audience, le digital, c'est entre 20 et 25% d'audience maintenant. Croissant, je suppose, augmentant d'année en année. Croissant, oui, les 10 dernières années, de plus en plus. Oui. Parce que les habitudes de consommation changent en matière de TV également? Tout à fait, c'est ça. Et il y a plus en plus de télé connectées aussi, donc ça se fait sur MyTF1. Alors, quand il y a un événement sportif majeur, comme il y a eu la Coupe du Monde de football récemment, au mois de novembre, c'était novembre-décembre l'année passée, ça veut dire beaucoup de trafic pour vous sur votre infrastructure. C'est quoi les challenges de ITF1 pour générer, pour supporter, pas pour générer, pour supporter le trafic d'un événement sportif majeur? Les gros challenges, faut savoir déjà sur TF1, c'est plus de 29 millions de téléspectateurs télé, et nous, MyTF1, c'est plus de 3 millions de visites cumulées. Donc les gros challenges, c'est déjà, en dehors du change tech, c'est de la pression. C'est-à-dire qu'on accueille plus de 3 millions de personnes à un instant T, c'est beaucoup de pression, c'est une visibilité, parce que c'est TF1, c'est un événement, c'est une pression économique, mine de rien, parce que TF1 a un modèle publicitaire. Donc, il faut pas planter la plateforme pour pouvoir assurer la publicité donc d'un tel événement. Donc, beaucoup d'adrénaline, défi tech, c'est le volume. Performance, parce que quand on a un but, faut réagir tout de suite. Quand on a un match, il faut voir tout le match. Il faut voir en même temps que son voisin. Et puis voilà, c'est beaucoup de pression, beaucoup de plaisir aussi, parce que voilà, c'est l'émotion collective. On est ensemble et puis voilà. Surtout le volume, la performance. C'est surtout ça qu'on doit assurer. Donc la scalabilité, la capacité d'accepter plusieurs millions de logins dans des périodes de temps extrêmement courtes et de distribuer de la vidéo en temps réel avec le moins de délai possible, évidemment. C'est un truc qu'on a horreur quand on regarde le foot, d'avoir les voisins qui crient « waouh » avant de voir l'image de soi-même. Tu disais en préparant ce podcast que les phases du jeu ont des influences sur les pics de trafic également? Oui. Tout à fait, c'est au moment du coup de sifflet de début de match, c'est un fort trafic. Après, on voit les buts, on voit évoluer le volume en fonction du match. Si le match est nul et c'est un 0-0, on voit le trafic diminuer au fur et à mesure. Si y a un but, on voit le volume augmenter parce que les gens sont au courant sur Twitter et donc ils viennent voir le but. Typiquement sur la finale, quand on était mené 2-0, quand on est revenu à 1-0, on a vu le trafic augmenter, puis à 2 partout, on a vu exploser le trafic et lors des pénaltys, ça allait encore plus en augmentant. Donc on voit ça vraiment en temps réel, au fil de l'eau, et on voit des pics de milliers de requêtes secondes arriver d'un seul coup. Et puis vous avez des contraintes techniques aussi, le déclenchement de la pub par exemple? Tout à fait, les décrochages pub de la mi-temps qui est le gros spot, le goal spot juste avant les chansons des matchs, des hymnes, et puis au moment de la pub à la mi-temps, tout à fait. Tiens, juste curiosité, ce sont les mêmes pubs qu'on voit sur MyTF1 et sur la TNT? Non, c'est la pub digitale.
Donc on décroche, on capte le signal et on décroche au moment du tunnel de pub et c'est vraiment du chiffre d'affaires et de la publicité purement digitale. Différents par région également. Différentes, oui, tout à fait. En fonction de là où on est, on va voir des pubs ciblées au plus local ou en fonction de sur la télé segmentée, oui, tout à fait. Bien, ça donne un overview du challenge que vous aviez devant vous. Quel est le stack technique que vous utilisez pour délivrer MyTF1 ? Notre stack, depuis 3-4 ans, on a refait un peu tout du sol au plafond. En fait, on est passé donc sur une infrastructure dans le cloud AWS avec l'orchestration containerisée sur Kubernetes. On a découpé notre architecture en microservices avec un back-end en Go pour tenir la charge justement lors de ces volumes qu'on a appris lors des dernières compétitions, avec des API GraphQL pour pareil, tenir la charge temps réel et avoir des liens avec nos fronts plutôt simples et rapides, avec une architecture aussi événementielle, adossée à du Kafka, pour toujours pareil, avoir du temps réel le plus possible, pour éditorialiser tout ça, mettre les extraits de match au bon moment, au bon endroit, quand il y a un but, le découper, et pendant le match, pouvoir livrer aux autres aussi, comme c'était un match en exclusivité, typiquement quand il y a un but, on va le distribuer à l'équipe, on va le distribuer aux Parisiens, à d'autres pendant le match, et ça c'est fait par notre plateforme. Et on a, d'un point de vue vidéo, plusieurs CDN internet. Donc on a pour la diffusion vidéo vraiment du CDN interne, des CDN tiers comme CloudFront, AWS ou d'autres. Et on est obligé de multiplier ces CDN parce qu'un pic de charge comme on tient sur la finale de la Coupe du Monde, typiquement, un fournisseur ne peut pas le tenir en France. Donc on est obligé de multiplier les fournisseurs. Pour le Super Bowl, je sais que les chaînes de télé en ont 6 ou 7. Nous, on en a 3 ou 4. C'est une pratique pour des très très gros sites web. Je parlais avec un de nos experts CloudFront qui est le CDN AWS, des très gros sites web pour des événements sportifs typiquement en broadcast, mais aussi de très gros sites de retail, Amazon par exemple, d'utiliser plusieurs CDN pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier également. C'est quoi l'histoire d'un flux vidéo qui sort de la régie et au moment où elle arrive sur mon iPad ou sur ma télé, ça passe par quel système grosso modo, faut pas rentrer dans tous les détails, mais j'imagine que vous devez réencoder de la vidéo à la volée pour différents formats, des tailles d'écran différents, des bandes passantes différentes. C'est ça, tout à fait. Ça sort de ce qu'on appelle le car régie. On va partir du stade. Donc le car régie envoie la vidéo à la tour de TF1. Et à la tour de TF1, donc quelque part, il y a des encodeurs live, donc là on parle du live, qui vont transcoder en temps réel, ce qui explique aussi ce petit délai de latence qu'on a sur le streaming, en temps réel, le flux, parce que c'est des images qui sont de très 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 haute qualité, donc c'est des fichiers sources qui sont très forte qualité, et nous on va découper ce format, un format pour les mobiles, un autre format pour la télé, donc du 5 mégas pour la télé, de la HD pour notre offre HD, du SD, donc la standard quality pour les mobiles, et on a 8 ce qu'on appelle des bitrates adaptatives qui vont s'adapter aux différents écrans. Et donc tout ça doit être fait en temps réel. Oui. C'est des encodeurs hardware ou c'est votre cluster Kubernetes qui fait ça? C'est des encodeurs sur du live, c'est des encodeurs hardware, parce que le fichier qu'on reçoit est de tellement grosse qualité qu'il faut que ce soit vraiment à la tour TF1. Après, on va encoder et on envoie le résultat de l'encodage dans AWS, qui après nous assure un peu le package, et ensuite on va assurer la diffusion de là. Mais en fait, des fichiers sont tellement de haute qualité qu'on peut pas se permettre d'avoir du temps de transport entre l'encodeur et le fichier source. D'accord. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a une Coupe du Monde, c'est pas la première fois que MyTF1 existe non plus. Donc, qu'est-ce qui a changé cette année par rapport à il y a 4 ans, enfin, c'est quand je dis cette année, 2022, par rapport à la précédente et celle d'avant? Au début d'année, on a déjà tenu des pics de charge, il y a 2 ans, en finale de Champions League du PSG, ou les discours du président, mais là, en fait, ce qui a changé, c'est on s'est posé la question comment aller au-delà de ce qu'on avait fait. Outre les stacks depuis 3 ans qui ont été revus en temps réel, est-ce qu'il fallait innover, faire des gros changements? Donc en faisant le risk assessment, on s'est dit on va pas faire de bing bang, on va rien changer de significatif, on va pas faire de révolution, mais on va cibler en fait les points à risque et les points d'amélioration. Et on s'est dit on veut fixer 1,5 million d'utilisateurs en 10 minutes. Et on s'est fixé ça comme objectif, accueillir donc
Ça veut dire quoi ça, accueillir? Ça veut dire les gens arrivent sur la page de login, doivent s'authentifier ou réutiliser un token qu'ils ont déjà et démarrer un streaming. C'est ça. Et on s'est dit, en fonction de l'audience, 1,5 million, c'est ce qu'on avait fait il y a 4 ans. Et on s'est dit, là, on veut les mettre en tout pendant tout le match. Et là, on s'est dit, vu le volume et l'audience qu'on attend, on veut avoir en 5 minutes ça. Et donc, ce qui veut dire 5000 requêtes secondes d'arrivée de gens au moment du coup de sifflet. Et aussi au moment des buts, si jamais il y a des buts, ou au moment de la pub. Donc c'était vraiment l'objectif qu'on s'est donné. Donc on a fait des hypothèses d'audience, on a débattu sur certains matchs. Donc on prend les matchs, on a le calendrier des matchs, on se dit le France, je sais pas. Un France-Angleterre va faire plus d'audience qu'un Azerbaïdjan, machin chose. J'ai rien contre l'Azerbaïdjan. Exactement. Chili-Azerbaïdjan, le match d'ouverture, et on a classé le risque par match, et on s'est scalé sur le plus gros match qu'on allait faire, et après on sait pas si on va en finale, parce que tout ça c'est dans l'incertitude. Faut gérer l'incertitude. Si la France avait perdu au 3e match, on savait très bien qu'on n'allait pas avoir le même système en place. La même audience que quand la France est en finale. Donc, ça veut dire quoi, quelqu'un qui arrive en termes de système? Il y a une authentification, il y a des API calls, enfin, quelles sont les grosses briques, les grosses phases d'un nouvel arrivant? Comment ça marche de votre côté? Alors, il y a donc la brique de login. Donc effectivement, si c'est une personne qui vient régulièrement sur MyTF1, donc il a déjà son login, mais bon, il faut qu'il soit reconnu. Et ce qui arrive souvent pour un match de foot et au début de compétition, c'est des gens qui reviennent que pour les compétitions. Donc pour l'Euro il y a 2 ans. Donc la personne, elle revient 2 ans après, il faut qu'elle recrée son mot de passe. Et donc cette création de mot de passe, ensuite on est authentifié. Donc ça, c'est des briques avec vraiment une reconnaissance par personne. Et ensuite, il a accès à un front web. Donc de là, on lui donne accès. Est-ce qu'il est utilisateur, je dirais, premium? Est-ce qu'il est standard? Et on lui donne accès à un catalogue et la vue sur les lives. Et ensuite, il clique pour avoir accès au live tout de suite. Donc le service d'authentification est sollicité, le service de catalogue est sollicité. Oui, tout à fait. Et on met du cache justement pour éviter de solliciter trop à l'instant T, au même moment, tout. Donc il y a vraiment un système le CDN pour nous est capital pour pouvoir absorber cette charge, et l'authentification est capitale parce que au même moment, on s'authentifie pour regarder. Et puis le service qui va donner ou générer l'URL qu'on va finalement distribuer au device client est également sous charge à ce moment-là. Et puis évidemment la distribution des contenus en HLS ou d'autres sur du live. Après c'est le transcodage et la diffusion qui vont perdre. Une fois qu'on est dans le flux vidéo, c'est le flux vidéo qui va devenir capital. Avant cette arrivée au flux, c'est l'authentification, l'accès au service, dire oui, j'ai le droit, j'ai pas le droit, et après c'est le flux vidéo qui prend le pas sur l'importance, et ce flux vidéo est à protéger, et donc on va essayer de distribuer en temps réel le plus possible en absorbant la charge. Ensuite, il faut protéger ce flux, il faut protéger ce site pour empêcher qu'il y ait des denials of service et assurer que ça a une continuité de service en temps réel. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas déconnecter l'utilisateur pour qu'il puisse garder son flux et son token. Oui, qu'on n'ait pas la petite image de buffering, ça, le petit cercle, le petit rond qui tourne pendant que la vidéo est frisée. Donc vous êtes préparé à ça, vous avez fait des estimations de charges, 5 millions en 5 minutes, c'est ça? J'ai bien retenu. Tout à fait. Et de là-dessus, on décide le nombre d'instances qu'on va avoir. On prépare donc en amont avec les fournisseurs, on prépare tout ce qui est compute, CPU, pod. On dimensionne les CDN, donc les fournisseurs de CDN, en disant on va attendre ça comme trafic. Donc ça se prépare 6 mois à l'avance. C'est pas des choses qui se font à l'instant T. Faut que les fournisseurs aient la capacité réseau pour le faire. Et nous, de notre côté, faut la capacité compute. Donc on réserve vraiment à l'avance, pour se dire, ok, on sait jamais, on va aller en finale, et on réserve tout le monde au cas où on va aller en finale à faire des grosses audiences de carton. Alors, tu fais une transition superbe sur ma question suivante, c'est comment on se prépare? Tu dis 6 mois à l'avance. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans ce détail de planification? Avec qui? Comment vous testez tout ça? Enfin, c'est 6 mois de travail pour ton équipe avant la Coupe du Monde. Oui, il y a vraiment deux parties différentes. Il y a la partie applicative et la partie streaming, qui est vraiment un peu deux choses. Donc sur la partie applicative, on a fait une pré-prod avec dimensionné de la même manière que la production, donc avec des gros
des gros pods, vraiment de compute ISO, et on a codé des scénarios pour simuler la charge utilisateur avec des débits secondes, et on a vraiment bombardé la homepage et l'authentification en simulant des authentes. Comment vous faites ça? Comment on simule 5000 requêtes par seconde en ayant un autre cluster énorme de pods ou de fonctions lambda On avait donc notre prod et notre pré-prod sur AWS, puis on est parti de GCP, donc de Google Cloud, pour aussi simuler la charge sur AWS, pour pas rester dans l'écosystème où on était, mais de l'extérieur, exactement, de l'extérieur, et pour bombarder depuis GCP. Et donc on a codé des scénarios en se disant je fais ça, je clique à tel endroit, et on a sur la homepage on a listé les endpoints qui étaient appelés, et on a ces endpoints, on a analysé quand on tapait les 12 endpoints quand on accède au service, lesquels étaient chargés, lesquels étaient pas chargés, et on a vu la charge de pod Kubernetes qu'il fallait pour utiliser, pour mettre ces bons endpoints dimensionnés de la bonne manière. Et la première fois qu'on lance son robot comme ça donne quoi sur la pré-prod? On crache tout. Il faut au moins 15 jours, 3 semaines avant on fait un scénar, puis quand on code, on a mis bien 15 jours, 3 semaines avant d'avoir un scénario nominal. Et après, on fait tourner un endpoint, après un deuxième endpoint, et puis après, on met en place, après... on a mis en place du cache in memory, on a encore réduit du nombre d'appels quand on va tracer le nombre d'appels sur notre service d'authentification externe, par exemple, et on s'est rendu compte qu'on appelait 10 fois la fonction alors qu'une seule suffisait. Et donc, on a recodé notre appli Android ou notre appli iOS pour appeler moins nos systèmes d'authentification en faisant moins de vérifs, moins de requêtes vers l'extérieur, pour réduire ce nombre de requêtes. Donc, c'était plus de l'architecture de performance pendant 2-3 mois pour réduire absolument le nombre de requêtes, pour améliorer les performances, à la fois côté applicatif et côté authentification. Oui, donc c'est pas que de l'infra, c'est pas que du scaling d'infra en mettant plus de pods aussi, c'est revoir l'architecture de cette application pour être le plus optimal possible à chaque maillon de la chaîne. Tout à éviter de surcharger les API, les nôtres, mais aussi celles des fournisseurs. Donc ça se passe mal la première fois, on met en place plein de monitoring évidemment pour collecter des données, pour essayer de comprendre et essayer d'identifier les bottlenecks ou les points que vous pouvez modifier, et donc de façon itérative vous arrivez après quelques semaines à reproduire cette charge. Et on a fait des nouvelles releases de MyTF1 sur iOS, sur Android, sur les télés, sur web, on en a fait plusieurs parce qu'on fonctionne en agile toutes les 2-3 semaines, jusqu'à arriver un mois avant la Coupe du Monde à une version qu'on estimait nous suffisante, et après on a gelé cette version-là pour se dire ok, ça c'est la version minimum qu'il nous faut, et on va éviter de toucher des choses, tout ce qui concerne les API isotantes, pour avoir un minimum de durée avant la Coupe du Monde, pour être dans des situations assez stables et tester notre trafic le samedi soir, le dimanche soir en production. Donc ça c'est une best practice aussi, hein. C'est de dire une fois qu'on a une version stable, on n'y touche plus pendant un certain temps. Chez nous on appelle ça des development freeze ou quelque chose comme ça. Il y a ça dans le monde du retail, je sais, il y a des pics de trafic aussi pour le Black Friday, à Noël, etc. Et interdiction de déployer des changements sauf s'ils sont critiques pour corriger une erreur évidemment. C'est ça. On a passé nous 2 semaines, on n'a pas passé 1 mois et demi de compétition parce que j'allais bloquer toute l'usine de développement ou de mise en prod. Par contre les 2 premières semaines où il y avait beaucoup de matchs, dont les matchs des Coupe de France, on a voulu garder une version à peu près stable pour avoir des certitudes en fait. Ça c'est l'avantage de la Coupe du Monde. Après un certain temps dans un compét, il y a 2-3 jours entre les matchs, ça vous donne le temps de respirer, c'est ça, de faire des ajustements, etc. Ça c'est le volet technique, mais il y a un gros volet process aussi de préparation. Oui, il y a un niveau process, donc c'est se préparer à l'avance, c'est d'abord mettre en place un monitoring avec des dashboards, se dire, parce que quand on est pris dans l'événement, c'est une 20aine de personnes mobilisées quand même, et donc faut regarder vite les choses, donc préparer des dashboards à l'avance, temps réel, avec du Datadog, du Grafana, travailler avec des éditorialistes aussi. Donc, comme je disais, les éditos de MyTF1, ou ceux qui sont en charge du sport, de découper les événements sportifs, de faire des commentaires sur les réseaux sociaux, parce que il faut être paranoïaque dans ces moments. On prépare le pire, et le pire, c'est un écran noir à 3 millions de personnes. Et donc, comment on réagit s'il se passe ça? Donc, préparer des scénarios, ok, si on perd 10 minutes, commencer en amont préparer des messages sur les réseaux sociaux, préparer des cas de fêlure, comment on explique. Donc, c'est ça, déjà à préparer en amont.
Oui, ça veut dire que la com, les messages Twitter sont pré-rédigés si jamais en cas de catastrophe. Comme ça, on n'a pas à réfléchir. Quand on est pris dans le flux de la compétition, et vraiment ces délais, faut les réduire au maximum, et donc on applique juste quelque chose. Et donc vous avez un runbook, une procédure à suivre, à dérouler. Et on a une war room donc avec ouverte en permanence entre les techs, les éditorialistes, les fournisseurs de cloud ou d'authentification à distance ou en physique. Sur un plateau, on essaye d'avoir aussi des gens sur place parce que déjà c'est une bonne ambiance, c'est sympa de regarder les matchs ensemble, mais surtout il y a une concentration à avoir, c'est un grand silence. Et puis on regarde les écrans à droite à gauche, tu vérifies ça, c'est vraiment le décollage d'une fusée en fait. Faut vraiment comparer ça à ça. Et donc c'est beaucoup de choses qui se passent à l'oral ou en audio messaging, voilà. Et après, dit un truc intéressant, je t'interromps une seconde, vous incluez les fournisseurs dans votre war room, donc vous aviez des représentants d'AWS, de votre solution d'authentification qui tourne sur SAP, des autres CDN, etc. Et des CDN, des fournisseurs CDN aussi, oui, tout à fait. Parce que en fait, c'est des telles capacités, des tels volumes, et on sait très bien que dans ce cas-là, c'est pas nous capacité de réaction. Si on doit ouvrir un ticket avec le fournisseur, on perd 20 minutes, même si c'est en urgent. Après, on escalade. Donc, faut que le fournisseur prépare aussi des équipes techniques qui soient à disposition chez nous. Et donc, c'est vraiment on boucle les gens, surtout que ça peut être le soir, ça peut être le week-end. La finale, c'était le dimanche après-midi. Ça se réserve à l'avance, c'est pas en journée. Et donc, il y a l'accompagnement, notamment AWS, le premium support, qui a été exemplaire avec la présence du Technical Account Manager, des CSM, qui vont, eux, nous aider à piloter la machinerie du fournisseur. Pour pas que nous, on se perde, en fait, déjà, on a notre infra, on a nos gens à gérer et notre pression, donc pour éviter d'aller gérer les organisations de nos fournisseurs. Donc, d'avoir des points de relais de la part du fournisseur pour aller, chercher les ingénieurs des uns des autres, c'est très utile pour nous et ça nous fait gagner du temps, en fait. Oui, dans ce cas-là, vous avez un accès direct à nos équipes de service. Si jamais il y a un problème pendant le live, c'est pas les équipes France directement qui vont réagir, évidemment. Enfin, si, bien sûr, ils vont être là, mais comme relais vers les ingénieurs qui sont à Seattle ou ailleurs pour agir directement sur les... C'est un accès à l'expertise directement, en fait. En fait, c'est une question de timeline. C'est s'il y a un incident, il faut qu'on réagisse tout de suite. Donc, avoir accès à l'expert, faut le réserver à l'avance. Et les experts étaient on call également de notre côté, où qu'ils soient dans le monde, pour pouvoir vous aider et à n'importe quelle heure. Tu as parlé de monitoring, et j'imagine que vous aviez des grandes télés. Oui, chez TF1, vous devez avoir des télés. Oui, des grandes télés avec des dashboards de Grafana et des tas de métriques. Comment est-ce que vous savez que vous observez les bonnes métriques? C'est une question qu'on me pose souvent, que les clients me posent souvent. Comment est-ce qu'on sait qu'on regarde la bonne chose? Pour faire les bons dashboards, on a mis, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. C'est-à-dire que justement, ces 7 bench nous ont aidé à trouver ces tels indicateurs. C'est pas le volume temps qui compte, parce que le volume global, si c'est noyé dans la masse, qu'on a 3 millions de requêtes, 3 millions d'utilisateurs, en fait, à la limite, c'est bien d'avoir une grande courbe, mais c'est rentrer dans le détail, c'est les taux d'erreur, c'est les pages 404, c'est filtrer, trouver les bons filtres. On a mis 1 mois et demi, trouver les dashboards efficaces, pas d'alerting, mais c'est le dashboard, parce qu'on regardait le dashboard en temps réel, pour le maximum temps réel. Dashboard sécurité notamment, dashboard de CDN qui était pour nous très clé, et à part tester, vérifier qu'on voit la bonne chose, vérifier un samedi soir qu'on regarde la bonne chose, malheureusement c'est qu'un test and learn, le dashboard. Donc 6 mois de préparation, technique et process, des war rooms pendant les événements, et puis ça y est, c'est l'ouverture, c'est le jour J, et tout le monde commence à se connecter. Comment ça se passe? C'est grosse fébrilité de la part de tout le monde, un peu une attente. Quand on prépare ça depuis 1 an, 6 mois, des équipes techniques, on est un peu de peur, un peu de plaisir, et c'est un peu l'aboutissement. Le premier match de l'équipe de France, c'était une grosse pression. Donc dans ce cas-là, c'est chacun sur son écran, 20 personnes sur un plateau, un qui est en charge de regarder le CDN, l'autre qui est en charge des attaques de sécurité, un qui est en charge du back-end, d'autres du front, un autre du player, avec les lead tech à chaque fois, plus les fournisseurs, de la coordination, parce que c'est 20 personnes à coordonner.
Et à la mi-temps, la pub se passe bien, oui. Donc ça veut dire le chiffre d'affaires rentre. Et puis après, après le match, c'est champagne et petits fours. Voilà, décompression. Et puis on attend le suivant aussi parce que. Et après, c'est pas un one shot. C'est ça. Et puis après, est-ce que la France est qualifiée en 8e? Après, en quart, on recommence. Et puis. Et après, sky is the limit, c'est-à-dire qu'on a fait tant, et c'est une petite compétition, c'est une adrénaline après qui devient très stimulante. C'est-à-dire que tiens, on fera quoi la prochaine fois? On a battu notre record, prochain record d'après, on a fait 2 terabits par seconde là. On va faire. Alors justement, fais-nous rêver, c'est quoi les métriques que tu as pu observer au pic? Le pic, je suppose, c'était la finale. C'était la finale, c'était le pic, donc. En gros, c'est 3 millions, plus de 3 millions de vidéos en tout sur un pic. Donc, je disais, on a atteint 3,6 terabits par seconde. Donc, qui est vraiment la diffusion assez énorme. Donc, 3,6 Tera, c'est 12 zéros derrière. Un Tera, c'est vraiment 12 zéros derrière. Donc, ça. Tous CDN confondus. Donc, c'est l'ensemble c'est l'ensemble de la charge, en fait, qui est passée sur MyTF1 avec, au moment des penalties. C'était vraiment le gros du flux à ce moment-là. Ça fait combien de viewers concurrents? Concurrents de viewers, ça fait donc à l'instant T au même moment, ça fait 3 millions 3 millions 3. Waouh. Et par rapport à vos estimations de départ, 5000 entrées par seconde, c'était aligné? Vous avez été surpris? On a été un peu surpris par la charge. C'était plus que ce qu'on avait imaginé, parce que quand on avait regardé la demi-finale, le quart du finale, on dit on fera pas autant. Mais finalement, la finale, à la mi-temps, le trafic a baissé. On s'est dit 2-0, le trafic baissant, et puis les buts, et on voit vraiment au deuxième but, c'est le trafic qui a été multiplié par 3 d'un seul coup et qui est parti en flèche au moment du deuxième but de Mbappé, et après qui a continué de monter. Puis là on attend, on regarde avec le popcorn, et puis ça monte, et puis ça monte encore. Alors là on était en confiance, parce que une fois que l'authentification est passée, que l'appli on est plutôt en confiance, et puis après on attend jusqu'où on va aller, quoi. Puis après, on est pris par le match aussi, parce qu'on est un peu ambivalent sur le. Il faut arriver à séparer la profession du fan. Faut être très pro dans ces cas-là, et pour le coup, tout le monde a été pro, que ce soit les fournisseurs, les équipes, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus se permettre d'être totalement supporter, même si on y est. Il y a un peu des deux, quoi. Et dans vos process, vous avez une phase de debrief aussi. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour se préparer pour le match suivant? Ouais, tout à fait. On se fait des rex, des retours d'expérience. Après, à chaque fois, on se partage des métriques, des petits pains, parce qu'il y a des petits pains que les utilisateurs ne voient pas. C'est des choses qui arrivent comme dans toute et qu'on réajuste pour le match d'après. Tiens, tel pod a mis un peu plus de temps à redémarrer. Tiens, on a basculé un peu trop lentement, ou c'est des choses que les gens voient pas forcément. Donc vous faites des ajustements dans l'infra. Oui. Ça pourrait arriver, ou c'est arrivé qu'il y a eu des ajustements dans les applis clientes aussi, alors déploiement iOS, ou pas cette fois-ci? Pas cette fois-ci. On n'a pas eu à changer de version ou à faire de hotfix applicatif. Donc plutôt agir sur l'infra. C'est ça. Un truc qu'on observe, enfin une métrique qu'on observe souvent côté AWS aussi, on ne regarde pas la moyenne des latences ou des choses comme ça, mais on regarde les percentiles, 99 ou 99, etc., pour voir quelle est l'expérience pour un client sur 1000 ou un client sur 100. Tout à fait. Est-ce que vous adoptiez des techniques similaires pour aller voir au edge le delta pour les quelques pourcents de clients pour qui ça se passe moins bien? C'est ça. Nous, après, c'est vrai que notre quotidien, c'est ça. On monitore tout au 90 percentiles, 95 et 99 en fait, percentiles. Donc ça veut dire qu'on a la majorité, 90% des gens, ça se passe bien, et puis c'est pour 5%, ça se passe moins bien, on va quand même troubleshooter ces 5%, parce que 5% de 3 millions, ça commence à faire. Donc, et puis, mais on le fait vraiment, ça, pour le coup, c'est pas que pour la Coupe du Monde, c'est tout le temps, tous les jours, c'est-à-dire à la fois pour notre player et pour la partie applicative et notre CDN. Donc on a vraiment la partie streaming qu'on regarde comme ça pour vérifier les rebuffers, pour vérifier les join times, ce qu'on appelle le join time. Au moment où vous cliquez sur le player, c'est combien de temps il vous faut pour voir la vidéo. Et ça, on est au 99 percentile pour vérifier vraiment que chaque utilisateur, le maximum de 100% des utilisateurs, ait 3 secondes au maximum pour voir une vidéo après avoir cliqué.
C'est super important comme métrique parce qu'effectivement 3 secondes c'est acceptable, mais si pour 10% des utilisateurs ou même 5% des utilisateurs il faut 10 ou 15 secondes, on perd ces gens-là. Donc c'est important de travailler en percentile plutôt qu'en moyenne sur les utilisateurs. Donc on a parlé des choses qui se sont bien passées, des choses, des surprises ou des petits ajustements que vous avez dû faire. Est-ce qu'il y a eu des surprises également pendant la diffusion des différents matchs? Alors on a une surprise, même si on s'y attendait, c'est comme les premiers matchs sont passés, je dirais relativement sereinement, et à partir du quart de finale, effectivement, on a eu des attaques de hackers. On avait prévu cette éventualité parce que c'est un événement à fort enjeu, on est dans une situation aussi internationale tendue, donc proactivement. Depuis plusieurs années, entre le terrorisme, les guerres en Ukraine, les tensions internationales avec la Chine, on se protège d'un point de vue cybersécurité, monitoring beaucoup. Mais comme il s'était rien passé lors des premiers matchs, mais on a vu quelques signaux faibles au moment des quarts de finale, au moment que des matchs d'équipe de France, pas des autres matchs, quelques attaques. Et donc des hackers qui avaient réservé des bots et qui avaient essayé de nous attaquer en frontal pour vraiment faire du deny of service, du DDoS sur nos infras. Donc on les a vus arriver, ils ont testé, on les a arrêtés. C'est quelque chose que vous voyez dans le monitoring au moment où ça arrive. Oui. Comment vous distinguez le trafic légitime du trafic non légitime dans ce cas-là? Dans la DMZ avec Datadog en temps réel, on voit arriver des pics qui sont pas normaux, vraiment des spikes sur une URL attaquer avec un pattern. En fait, c'est les patterns qu'on voit. On a des robots qui détectent des patterns et c'est bizarre. Il y a le même pattern qui revient ou il y a les mêmes IP qui reviennent. C'est bizarre. Et même si c'est pris dans le volume de 3 millions ou de 10 millions de requêtes, là, on s'est pris des attaques à plusieurs dizaines de millions de requêtes simultanées qu'on a pu se protéger. Il s'est rien passé. Donc, ce qui était aussi pour nous un enjeu, c'est de rester malgré les attaques. Et donc, au bout d'un moment, les hackers, quand on se protégeait, ça a duré 10 minutes et ils ont arrêté. Il y a d'autres plateformes de streaming pendant la Coupe du Monde, elles se sont fait attaquer et elles sont tombées. Et pendant ce temps-là, c'est au milieu du match. Elles sont tombées dans d'autres pays, elles se sont fait attaquer et après, vous perdez vos clients, vous perdez le trafic, vous perdez la pub, vous perdez le chiffre d'affaires et c'est l'événement de l'année. Donc c'est vraiment ça le but, c'est de faire tomber. C'est denial of service, brute force, on attaque, on met tout un réseau de bots derrière. Il y a un service AWS qui vous a aidé pour cette étape-là aussi, je me permets, puisqu'on est dans le podcast AWS, c'est le Advanced Shield de mémoire, donc c'est le service de protection contre les attaques DDoS. Tout à fait. Les équipes services ont pu vous aider à analyser, à créer les filtres, etc., et à régir de match en match, ou pendant un match. Tout à fait. Avant déjà parce qu'on avait préparé ce shield en fait, on l'avait configuré, préparé avec eux, mis en place. Et pendant le match, on leur envoyait les logs et on essaie de trouver à la fin du match, il y a une tentative comme ça, on fait d'autres réglages et pour le match d'après. Donc effectivement, après c'est l'accompagnement AWS qui nous a aidé là-dessus. Oui. Et c'était vraiment ciblé, parce que tu disais dans la préparation du podcast, ça a commencé en quart de finale avec des petites, avec des guillemets, tentatives, mais qui allait crescendo sur la demi et sur la finale. Oui. En changeant des patterns, c'est le jeu du chat et la souris, la sécurité. Donc c'est vraiment ça et il faut jouer. Alors après, faut être joueur. Hein. Personnellement, je le suis un peu, et donc on a joué. Alors il se trouve que là, ça c'est bien. Il y a des gens qui nous aident à bien changer, bien se défendre, mais effectivement, c'est ça. Faut réagir. On sait très bien. Faut être paranoïaque et puis faut essayer de trouver des patterns. C'est quelque chose que vous avez prévu dès les phases de préparation. Oui. On a parlé des 6 mois avant, donc c'était des scénarios prévus et vous aviez des patterns de réponse ou des process de réponse. Tout à fait. C'est de la paranoïa. Dans les médias, on essaye de se préparer à ce genre de choses justement parce que par définition, c'est très visible en fait. Et nous, ayant la chaîne LCI aussi, donc il y a vraiment des choses dont on a l'habitude de gérer parce que c'est un peu notre cœur de métier, donc on essaie de se protéger de ces attaques-là. Oui, ce qui est différent, c'est peut-être le volume pendant la Coupe du Monde, mais ce que tu es en train de me dire, si je traduis, c'est que vous avez ce genre d'attaque à longueur d'année, vous avez l'habitude de répondre à ce genre d'attaque, peut-être pas avec le même volume. Pas le même volume quand même, parce que là, ils veulent vraiment, c'est juste l'effet visibilité, faire tomber un site qui diffuse pendant un match, quoi. C'est vraiment nuire. On a parlé du debrief après les matchs. Il y a eu aussi le debrief final à la fin de la Coupe du Monde. Outre
le plaisir d'avoir vu la plateforme fonctionner pendant l'ensemble des matchs. Comment s'est passé votre débrief? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la prochaine fois? Et peut-être d'abord, c'est quoi la prochaine fois? La prochain événement cette année, court terme, c'est la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en France, et on attend beaucoup de monde parce que c'est en France, parce que c'est une équipe de rugby performante, l'équipe de France, donc qui a des chances d'aller au bout, donc on se prépare. Ensuite, nous, le but du streaming, l'objectif, c'est quand même de suppléer à la télé et au broadcast. Donc, des volumes, on va en avoir. C'est que la prochaine élection présidentielle dans 5 ans, elle soit vue autant sur la TNT que sur le streaming. Donc, c'est pas 3 millions qu'on vise, c'est que 3 millions soit notre quotidien de personnes sur MyTF1, parce que les internautes vont remplacer peu à peu les téléspectateurs. Donc c'est vraiment un objectif à 5-10 ans de remplacer la télé. Donc c'est vraiment suppléer à l'usage broadcast. Donc il faut se préparer. Ce qu'on a vécu là, normalement, il ne faut plus que ça soit un événement. Il faut que ça soit toutes les semaines, le pic du samedi soir d'audience que fait TF1, il faut qu'il soit fait de la même manière sur le streaming. Donc vraiment qu'on arrive à suppléer la télé. C'est ça notre objectif en fait. Et donc un événement comme ça, c'est aussi un super bon moyen de valider votre architecture, vos choix techniques, etc. Pour dire voilà, on est sur des fondations solides, maintenant on peut envisager le futur que tu viens de décrire. Tout à fait, avec sûrement plus d'automatisation. C'est-à-dire que le choix typiquement, on a dû préparer à l'avance les pods, on a fait réserver à nos fournisseurs à l'avance, on a préparé les CPU, la compute à l'avance, les CDN, passer d'un CDN à l'autre, ça se fait à la main. Donc c'est ce genre de choses, on a réussi à faire quelque chose, mais c'était encore assez manuel dans la préparation. Normalement, on devrait pas avoir besoin de le faire, de passer d'un CDN à l'autre à la main, mais que ça se fasse tout seul avec des détections automatiques, des scaling automatiques plus fluides. Et aussi les benches qu'on a fait, on l'a fait une fois, enfin on l'a fait plusieurs fois en amont, et l'idée c'est de rentrer dans un process régulier de tous les 3 mois, de tester notre plateforme en montée en charge à ces volumes-là, et petit à petit augmenter le curseur pour garantir une volumétrie de manière régulière et pas une fois par an. Donc passer d'un mode, je vais être un peu provocateur exprès, artisanal à un mode industriel, même si artisanal c'est peut-être un peu... J'appelais ça haute couture peut-être. De la haute couture, ça reste des mains d'or qui font les choses à la main. Et un mode plus, je dirais, c'est ça, industriel, automatique, qui va nous aider et remplir notre objectif de capacité de streaming en fait. Où finalement la War Room ne sera plus nécessaire. C'est le quotidien et ça roule et vous pouvez dormir tranquille. Tout à fait. Téléphone éteint. Tout à fait. Pendant des événements majeurs. Une discussion passionnante sur l'architecture informatique nécessaire pour streamer un événement sportif majeur comme la Coupe du Monde 2022 avec pas mal de détails techniques. Merci Thierry d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Abonnez-vous, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.